On est soit toujours trop mince, trop grosse, trop sexy, pas assez sexy, trop maquillée, pas assez maquillée. C'est comme, à un moment donné, il faut juste apprendre à faire « Je me fous de ce que les autres pensent de moi, je vais juste faire ce que moi j'ai le goût de faire et tant pis pour le reste. » C'est quoi les canons de beauté du corps chez vous? En tout cas, ici, quand on est mince, en général, on dit elle est malade, elle est mal entretenue, nanani. Et être grosse, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que, on a la belle vie. Si on est marié, ton mari s'occupe bien de toi. Ça se passe comment chez vous? À chaque fois, on me dit « Mais tu vas pas grossir, toi, tu vas rester mince à chaque fois !» Et du coup, à force de me le répéter, j'ai pris un petit remède de grand-mère qui s'appelle l'huile de fenugrec. J'essaye de masser toutes les parties que je peux pour qu'elles grossissent naturellement. Mais au final, je trouve que ça marche pas trop. Si ça marche pas, je te propose une deuxième option. Des fausses fesses! Exactement, donc ça fait des ravages ici au Sénégal. Ça existe aussi dans le monde du fitness, dans le monde de la pub. On fait porter des fausses fesses aux femmes pour faire croire qu'elles sont musclées. Dépense sur le gym parce que pour 500$ par année, tu peux remplacer ça par des fausses fesses à 15 €. Hey, tabarouette, c'est un deal, ma chère. En 2021, avec les Kardashians qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux, bien là, la mode a un peu changé. Donc, il faut être mince, avoir une taille mince. Mais si en plus, tu as des gros seins et des grosses fesses, là, par exemple, c'est le jackpot. Donc, vous voyez, tu enroules ça de même. Puis là, attention. Je vais y aller aux deux, là, parce que c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Mais j'ai entendu dire que ça a déplacé certains organes, enfin à la longue, quoi, que c'était vraiment pas bon. Sais-tu quoi, Fatima, ça me surprend pas, parce que quand tu portes ça, là, je te dis, là, t'as de la difficulté à respirer, là. Je portais ça une fois de temps en temps dans des événements, mais j'avais tellement de la difficulté à juste comme inspirer de l'air que j'ai décidé de laisser tomber et juste de m'accepter comme j'étais. T'as pas de courbe, tu sais, t'es de même, puis parce que ton chum, quand il va te voir tout nu, ben il va voir que t'as pas de corset, là, tu sais, fait que c'est ça. Pourquoi on se donne tant de mal à vouloir plaire au lieu de, assumer son corps? Pourquoi c'est si compliqué? En fait, quand on est petite, on passe notre temps à nous dire « Oui, faut que tu sois belle, bien apprêtée, toute jolie pour que tu trouves un mari et que t'aies des enfants. » On nous fait croire que ça, c'est la finalité de nos vies, mais si ça nous correspond pas, c'est pas grave non plus. Les hommes regardent les femmes. Les femmes s'observent en train d'être regardées. شتي كون ضعفيتي شويه كون جيتي كتهبلي شتي كون غلاضيتي شويه تجي كتحمقي شويه الماكياج عا كيكرصايا طالون مالك ولد يباني راك كبرتي خصك تزوجي. Une culture basée sur la minceur des femmes n'est pas une obsession pour la beauté, mais pour leur obéissance. Le régime est l'un des plus puissants sédatifs politiques dans l'histoire des femmes. Ce qui me fait capoter, là, c'est que, mettons, moi, je suis considérée comme mince dans ma société, donc je devrais pas avoir de complexe, mais j'en ai. Je trouve que mon ventre est mou, je trouve que j'ai un double menton. Mais tu sais, une personne handicapée ou une personne trans, comment elle vit toute cette pression sociale? Un quart des Canadiens souffrent d'obésité, mais on nous montre que des images de femmes minces. Et après ça, on se demande pourquoi il y a autant de femmes qui développent des troubles du comportement alimentaire.
Environ 9 personnes sur 10 qui souffrent des troubles du comportement alimentaire, ce sont des femmes. Le fait que dans la société dans laquelle on vit, la valeur d'une femme dépende beaucoup de son aspect physique, ça a très probablement un grand rôle à jouer dans ce chiffre. Et il y a notamment un symptôme que l'on retrouve dans l'anorexie mentale qui s'appelle la dysmorphophobie. Ça se traduit par le fait d'avoir une vision complètement erronée de son propre corps. Par exemple, en se regardant dans la glace, des personnes vont se voir avec 20 kilos de plus, avec des bourrelets, alors que dans la réalité, elles sont dans un état de maigreur extrême. Je vivais dans la peur constante de prendre le moindre gramme. Pourtant, ça ne se voyait pas sur moi. Je riais beaucoup avec mes amis, mais je pleurais aussi souvent le soir quand je me retrouvais seule. En public, je mangeais peu, mais quand je me retrouvais seule face à la nourriture, j'étais incontrôlable. J'ai compris qu'il y avait des moyens rapides et faciles pour maigrir. Alors j'ai arrêté de manger. Et j'ai perdu beaucoup de poids. Au début, je me sentais flattée, contente d'avoir réussi. Puis j'ai repris du poids. Le sport est longtemps resté le moyen que j'utilisais pour compenser mes crises. J'en faisais beaucoup trop et j'étais complètement déconnectée de mon corps. Par le plus grand des hasards, je suis tombée sur des comptes Instagram qui parlaient de TCA, de grossophobie, de diète culture. Je n'étais pas seule. Et beaucoup de femmes racontaient des histoires similaires à la mienne. Et puis un jour, j'ai accepté de faire la paix avec mon image et de donner la parole à mon corps. Il a grossi, repris sa place. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis le début de ma guérison, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent en silence de leur TCA. Waouh, vraiment, ton témoignage est vraiment très très touchant, Océane. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Franchement, de mon côté, je n'avais vraiment aucune idée de la douleur cachée derrière les troubles alimentaires. Ça me fait un peu penser à l'histoire de Adèle, par exemple. Elle, c'est tout à fait le contraire. Enfin, elle était grosse, elle a perdu du poids. Et les gens la critiquent parce qu'elle a perdu du poids. On a quand même une part de notre poids qui est déterminée par notre génétique et jusqu'à une certaine limite, on peut pas choisir son poids. Comment tu as vécu ou perçu ma prise de poids? Je l'ai pas plus perçu que ça, si ce n'est par le prisme de ton propre regard sur toi-même. Je l'ai pas mal vécu et j'ai peut-être même bien vécu dans le sens où toi, en fait, sur la durée, ça t'a permis aussi de t'affirmer. Quel conseil tu aimerais donner aux partenaires de personnes qui, comme moi, ont eu des variations de poids importantes? En tant que conjoint ou conjointe, si t'arrives pas à accepter ça sert à rien. Vaut mieux arrêter, faut juste être présent, rassurer la personne. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les filles en chair. Oui. Moi, j'ai été la maîtresse de bien des gars. Oui, mais qui ne voulaient pas nécessairement s'afficher. Tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, ils capotaient sur mon corps, là. Puis c'est pas parce que j'étais en manque ou c'est pas parce que j'étais due. Tu sais, j'avais une vie sexuelle très active. En tant que femme, c'est comme si on devait se figer dans une apparence dans le temps. On n'a pas le droit de vieillir, on n'a pas le droit de prendre du poids après une grossesse, alors que c'est fou quand même parce que si on accepte que notre vie se transforme, pourquoi on n'accepte pas que notre corps se transforme? La société et les femmes ne vont jamais se réconcilier en fait. Il y a trop de préjugés et puis de standards inatteignables et stupides. Il y en a même qui sont prêtes à passer sur le billard. Le Maroc est mondialement connu pour la chirurgie esthétique. J'ai demandé à un chirurgien de Casablanca ce que ses patientes lui demandent le plus souvent. On a des femmes complètement occidentalisées et d'autres complètement orientalisées. Ce qui est oriental, on le connaît, c'est le fait que ça se remarque. De gros seins, de grosses fesses, de grosses lèvres. Ça se voit de plus en plus chez des jeunes, même à partir de 17-18 ans. Des patientes qui demandent des fesses colombiennes, d'autres qui demandent des fesses brésiliennes.
Je me souviens que le réveil a été très difficile, avec des douleurs atroces. On ne s'attend pas à ça et on ne prépare pas les patientes pour ça. Alors le premier choc a été lors de la première visite du médecin après le réveil, lorsqu'il m'a annoncé qu'il avait changé la taille des prothèses et avait décidé de mettre plus grand que ce que l'on avait décidé, car ça irait mieux avec ma morphologie. Donc j'ai été mise devant le fait accompli. Aussi, lorsque l'on a retiré les bandages, le médecin a remarqué que j'avais une infection au niveau du sein droit, que je suis sûre que j'ai attrapé au sein de la clinique. Et donc ma peau s'est nécrosée. Et j'ai dû repasser par l'opération une deuxième fois où j'ai dû consommer une tonne d'antibiotiques, avoir un suivi à la maison et j'en passe. Ça a été une expérience très difficile. Malheureusement, les patients ne sont pas conscients que c'est des opérations très précises, très délicates qu'il faut faire chez des spécialistes confirmés et qui ont l'expérience. On brainwash les femmes à se complexer pour après ça les souffrir pour être belles. On n'est pas malade pour aller se taper une chirurgie, là. Puis moi, je me dis, tant que les hommes sarrés au Canada ressembleront pas à ça, ben moi, là, je me ferai pas de chirurgie plastique. OK? Moi, j'aime mes cheveux, comme vous pouvez le voir, ils sont très beaux. Ma forme aussi, j'aime bien ma forme, ma silhouette. Moi, j'aime mes yeux. Moi, j'aime bien mes jambes. Et mes mains. Moi, c'était très dur la relation avec mon corps. J'essaye enfin de l'accepter dans son ensemble. Je vais pas dire j'adore cette partie de mon corps ou je déteste celle-là. J'essaye de l'accepter dans son entièreté. Full package. En fait, on est qu'un, non? Alors moi je dirais que au début ce qui m'a aidé c'est le mouvement body positive. Quand j'ai découvert le mouvement body positive, je me suis dit pourquoi j'ai honte de mon corps en fait? J'ai un corps comme les autres. Tout le monde a des boutons, tout le monde a des bourrelets, tout le monde a des vergetures, tout le monde a des poils. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me dire tiens, si j'essayais d'aimer les choses qui me plaisent sur mon corps, plutôt que de détester les choses qui ne me plaisent pas. Si tu pouvais accepter que la perfection est impossible, par quoi cesserais-tu d'être obsédée? Et encore petit à petit, en cheminant, je me suis dit à qui je cherche à plaire. Et c'est comme ça que je me suis dit tout simplement, il faut que je m'aime dans mon entièreté, parce que j'ai pas besoin de plaire aux autres. Dernièrement, j'étais sur une station balnéaire et j'étais en maillot de bain. Et tu as cette femme qui vient dans tout son entrain et toute sa sincérité. J'aime beaucoup votre courage, mais comment vous faites pour sortir comme ça avec vous vous assumez, hein? Enfin, sur le coup, moi, je lui ai rétorqué directement merci beaucoup, mais moi, je suis belle. Ça illustre parfaitement cette pensée comme quoi nous, les femmes grosses, on doit demander la permission, on ne doit pas se montrer comme ça parce que ça choque. Venez, on s'en fout en fait. Venez, on est qui on est. Venez, on est grosse. Voilà, on assume. Et quand tu as envie de maigrir comme Adèle, tu maigris. Voilà, c'est ça bon. J'adore cette femme. C'est quoi son compte Instagram? Et imagine pour les ados, nous on est des adultes puis ça nous affecte. J'ai demandé à ma petite cousine ce que ça lui faisait de voir autant de corps de femmes sur Internet. À mon avis, les réseaux sociaux ont un impact positif sur la perception de notre corps. Souvent, sur les réseaux, on va voir des publications avec des corps féminins différents, comme un corps avec du poil, un autre avec des vergetures ou encore avec plus de hanches. Ce genre de publication-là, ça va vraiment nous pousser à normaliser nos corps et aussi ça va pousser ceux qui sont en manque de confiance en soi à s'aimer dans ce qu'ils sont. Les gens de notre âge, ils vont souvent avoir tendance à comparer leur corps à d'autres personnes, surtout à des mannequins par exemple. Il y a justement des influenceurs sur les internets qui sont là pour nous faire rappeler que c'est pas la réalité, qu'en fait la réalité c'est que chaque corps est différent, aucun se ressemble, puis que ton corps à toi, il est unique, puis il est pas moins normal qu'un autre. Oh, c'est bien qu'à son âge, elle pense comme ça. Moi, j'ai l'impression que notre génération, elle est complètement fichue. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les corps sont parfaits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les filles? Tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut être que soi-même. Donc, autant apprendre à s'aimer et à s'accepter. Du coup, les filles, la prochaine fois, est-ce que ça vous dit qu'on parle de comment connaître son corps et le défendre? Oui! À la prochaine! Vous
savez sûrement, mais il y a plus de terminaisons nerveuses sur le clitoris que sur le... Ouais, je pense. C'est le seul organe chez l'être humain qui est uniquement dédié au plaisir. Il a aucune autre fonction que de faire du bien à la femme. Coucou les filles! Allô! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'en un mot, vous pourriez me dire comment vous avez le droit ou l'envie dans votre pays de vous faire plaisir avec votre corps? Moi, je dirais salon de beauté, manicure, pédicure, esthétique. Et le sexe, on a le droit d'en parler ou pas? C'est vrai que ici au Sénégal, c'est une culture qui est très très conservatrice, donc on n'est pas forcément à l'aise de parler de sexualité, etc. et tout. Et ça pose un problème. Les femmes ne connaissent pas forcément leur corps. Je sais que dans certains pays d'Afrique, au Nigeria par exemple, il n'y a même pas d'appellation pour certaines parties du corps de la femme. Donc le fait que ta langue ne reflète pas tes parties génitales, je pense que ça c'est le summum du tabou, quoi. Les gens utilisaient le mot « ike » quand j'étais enfant pour désigner à la fois l'anus et le vagin. Je ne savais jamais vraiment comment dire, par exemple, que mon vagin me démangeait. Il faut un nom, et ce nom ne doit pas être chargé de honte. Pour la première fois en France, la modélisation d'un clitoris dans sa forme réelle est arrivée dans les manuels scolaires en 2017. Je ne sais pas si vous, dans vos pays, vous avez cette représentation-là du clitoris, mais en France, il y a plus de la moitié des jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est. Exactement. Moi, je l'ai appris récemment qu'il y a la partie du clitoris qui se voit, c'est même pas 10%. Donc tout le reste, c'est l'intérieur. Et ça, j'ai appris sur YouTube. Le clitoris est comme un petit pénis. Il se gorge de sang et s'allonge lorsqu'il est excité. Beaucoup d'hommes ont débattu au sujet du clitoris et de l'orgasme féminin. En Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme est recommandé pour tomber enceinte. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique conseille même aux femmes de jouir pour libérer leur tension sexuelle. Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro 1 du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal. Et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir seulement dans la pénétration. Ainsi commence une vague d'obscurantisme clitoridien. Aujourd'hui, le clitoris vit encore dans l'ombre. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé. Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir? Je veux savoir si ça, dans vos pays, Ma et Fatima, c'est répandu. C'est quoi? C'est une virgule? C'est quoi? Ça, c'est mon premier stimulateur clitoridien. Pendant mon adolescence, c'était ultra tabou dans nos bandes de copines de dire qu'on se masturbait, c'était un peu la honte. Et j'ai découvert la masturbation à mes 24 ans. Moi, je me masturbe au moins 4 fois par semaine, même si j'ai un chum et que ça fait 3 ans que je suis avec. Je me rends compte, les filles, maintenant que je vous écoute, qu'en fait, on nous apprend rien. Maintenant, on a Tata Océane et Tata Sandra. Rassurez-vous, vraiment, tout ça,
moi, je l'ai appris sur Internet. À l'école, on nous apprenait à mettre un préservatif sur un pénis en polystyrène. Et ça s'arrêtait là. On nous apprenait que un rapport sexuel, c'était préliminaire, pénétration, monsieur jouit, c'est terminé. Et à aucun moment, on a évoqué le plaisir féminin pendant mon éducation sexuelle. Je pense qu'au Québec, on est habitué de demander ce qu'on aime. Et les hommes sont habitués à ça aussi. Ils savent que c'est plus facile pour eux d'avoir du fun, mais ils savent que quand nous, on a du fun, la relation sexuelle, ça devient un méga party et tout le monde a encore plus de fun. T'sais, nous, les femmes, on est chanceuses. On a plein de spots que les hommes peuvent stimuler pour nous. On leur enlève parfois le clitoris, parfois les petites lèvres, la totalité. Parce que les coutumes, on l'a dans dur. Dur comme ces images de petites filles qu'on torture. Armées d'une lame de rasoir dans une pièce obscure. Des matrones répètent ces gestes qui a jamais des natures. On pratique ces rites sans tenir compte des dangers et des risques d'infection que cela peut engendrer. Des traumatismes, des conséquences et des séquelles morales et psychologiques sur leur future vie sexuelle. Tout plaisir intime leur est interdit d'office, réduisant la femme au simple rôle de génitrice. Nombreux sont d'accord que ces pratiques sont à bannir, mais ces mauvaises habitudes ont encore un bel avenir. Alors ça, c'est plutôt lié à des questions ethniques ou culturelles. Même en milieu urbain, ça se fait toujours, mais pas à haute voix, quoi. C'est des choses qu'on cache, vu que maintenant, c'est puni par la loi. 34% en milieu rural et 22% en milieu urbain. Le principal risque est le décès, c'est l'infection, c'est le traumatisme. Et d'autres risques aussi peuvent survenir. Ce sont essentiellement des infections. J'ai eu à consulter une jeune fille qui, à la suite d'un cours de sciences de la vie et de la terre, est venue me voir en me disant « Docteur, je voudrais vérifier si mon appareil est intact. J'ai l'impression que ce que le prof a montré et ce que j'ai vu est différent. » Et effectivement, c'était différent. Elle avait subi une excision et en plus de cela, elle souffrait de complications avec une incontinence urinaire. C'est véritablement un problème de santé publique qu'il faut tout solutionner au plus vite. Près d'une femme sur deux dans 57 pays est privée des libertés liées à son corps, qu'il s'agisse de relations sexuelles, du recours à la contraception ou de la recherche de soins de santé. Cathy a subi le repassage des seins à l'âge de 12 ans. La première fois, elle a chauffé une pierre écrasée comme celle-ci, de manière à ce que la boule soit écrasée, qu'elle disparaisse. En faisant cela, les mamans veulent tout simplement protéger leurs filles des viols, grossesses et mariages précoces. Sauf que les conséquences sont dramatiques. Au Maroc, il y a une grosse polémique sur l'article 490 du Code pénal qui sanctionne les relations sexuelles hors mariage. J'ai rencontré Sonia Tereb qui milite pour l'abrogation de cet article. 13 000 personnes ont été en prison, ont été condamnées à cause de l'article 490. Quand on arrive avec le cas d'une victime, comme le cas de Hannah, qui a été victime de revenge porn, et c'est elle qui a passé 1 mois en prison pour l'article 490, ou encore le cas de Khadija, une jeune femme qui est tombée enceinte d'un homme qui lui a promis le mariage, et quand il l'a laissé tomber, elle est partie porter plainte, et elle s'est retrouvée ainsi en prison, et quand elle est sortie de prison, elle s'est suicidée. Le gouvernement marocain en a de plus en plus conscience que les prisons sont pleines et que ça détruit la vie de jeunes qui finalement n'ont rien fait de mal. Ces libertés individuelles touchent plus les femmes que les hommes. Parce que les hommes, eux, c'est normal qu'ils aillent faire leur éducation sexuelle auprès des prostituées. Mais les femmes, voilà, elles doivent être vierges au mariage. Bref, il y a tout un mythe. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie sociale. Quand j'ai rencontré mon chum,
Je pense que j'ai eu un passé sexuel beaucoup plus rock'n'roll que lui, mettons, on va dire ça de même. Moi, je l'assume amplement. Il y a des filles qui attendent le mariage pour perdre leur virginité. Je peux même pas croire que ça existe ici au Québec. Même le certificat de virginité n'est plus obligatoire parce qu'avant, il fallait que la femme prouve qu'elle est vierge en ramenant en fait des témoins qui ne savent absolument rien du tout. Mais certaines familles le demandent encore. Même si les femmes ont beaucoup de droits et de libertés au Québec, ça reste que c'est pas toujours parfait. Notre société hyper sexualisée protège pas assez, selon moi, les adolescentes de la prostitution juvénile. Et j'ai rencontré une travailleuse sociale qui a justement écrit un livre sur ce fléau. Dans mon film, le prince charmant est un beau garçon aux yeux brillants qui promet la lune pour ensuite me l'arracher à coups de batte de baseball en arrière de la tête. Elle a droit à une demi-douzaine de gars qui la sautent en même temps. Pourquoi avoir décidé d'utiliser un langage comme ça? Écoute, quand on travaille avec des jeunes, surtout quand on travaille dans le milieu de l'exploitation sexuelle des jeunes filles par les gangs de rue, on veut exprimer la réalité vraiment telle qu'elle est. On est dans une société qui est hyper sexualisée. Oui. Est-ce que tu trouves que la société valorise justement ce mode de vie-là? Définitivement. J'ai toujours cru que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des films, au niveau de Instagram, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut plutôt viser, à mon avis, c'est d'avoir des modèles pour ces jeunes-là, leur expliquer que ce genre de choses-là, c'est pas nécessairement la vraie vie, puis leur montrer d'autres modèles de réussite qui ne passent pas par le fait de se présenter à moitié nu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on aurait tout à gagner à éduquer vraiment à la fois les hommes et les femmes, leur dire voilà, en fait c'est votre corps, vos choix, vos règles, et tant que vous respectez les limites des autres, c'est ok en fait. Il y a une étude qui a été faite en 2020 sur 100 000 femmes. 9 femmes sur 10 ont affirmé avoir reçu une pression autour d'une relation sexuelle. Moi, ma première expérience, mes premières relations sexuelles ont été avec un jeune homme assez toxique. J'étais pas forcément prête à avoir une relation sexuelle avec lui, mais ça s'est quand même fait. Et j'ai vécu plusieurs situations où quand je disais non, il me mettait la pression et il me disait « Ah, mais alors c'est que tu m'aimes plus » ou « C'est que tu veux plus de moi, je te plais plus, c'est ça ?» Ça a été jusqu'à m'obliger à lui faire une fellation. Et après ça, mon corps, il était complètement pas d'accord en fait. Et après ça, il a quand même voulu avoir une relation sexuelle. Et c'est qu'après coup, quand j'ai raconté ça, et plusieurs années après, où j'ai découvert ce que c'était le consentement et qu'est-ce que c'était faire l'amour dans une relation saine, où j'ai compris que en fait, je m'étais fait agresser et que j'avais été violée par ce mec plusieurs fois. Mais sur le moment, je ne savais pas. Parce que, pour moi, dans ma tête, j'étais là. Mon rôle, c'était de combler le plaisir de cet homme, vu que c'était mon copain. Je devais le faire. Un non, c'est un non. Et si t'insistes, t'es un violeur. Merci beaucoup Océane pour ton témoignage parce qu'on se rend pas forcément compte, on se dit si on s'est mis avec cette personne c'est qu'il faut qu'on assume, c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il y a cette question de consentement même à l'intérieur d'un couple. Une fois, ma maman, elle avait entendu une histoire d'une femme violentée par son mari, mais qui pensait que c'était normal. Ça l'avait inquiétée et elle nous avait fait asseoir, ma sœur et moi, pour nous en parler. Parce qu'une fille qui n'a jamais eu de relation, elle n'a pas de point de repère pour se dire ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ça me posait aucun problème avant MeToo de regarder parfois de manière insistante une femme parce qu'elle était belle, au même titre que je pouvais regarder une belle voiture ou une belle maison. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de comparer une personne et des objets et qu'elle n'est pas dans la rue pour qu'on la regarde avec insistance, que c'est un regard qui est pesant, qui est agressif. Dans la sphère de l'intime, spécifiquement, je sais qu'il m'est arrivé par le passé de me montrer insistant pour obtenir des caresses, des câlins ou des relations sexuelles.
Aujourd'hui, ça me paraît complètement dément. La relation ne vaut pas consentement. Même pour ceux d'entre nous qui sommes des gentils garçons, bien élevés, polis, bienveillants, attentifs, comme je pensais l'être. On fait tous partie du problème à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et ça, il m'a fallu MeToo et toute cette remise en cause pour le comprendre et pour l'assimiler. Déjà, ça fait un déjà qui a changé, c'est bon, c'est top, on va y arriver. Peut-être qu'à travers cet épisode également, peut-être qu'il y aura des hommes qui nous regardent et qui ont complètement changé d'avis. Parce que c'est pas un sujet qu'on traite souvent. Même moi, j'ai appris des choses avec vous, les filles. Vraiment. Ouais, moi aussi. Par rapport au plaisir qu'on se procure, que t'as le droit d'avoir ton petit coin à toi. C'est pas parce que t'as un partenaire que tu te prives de ça non plus. Ça, c'est des choses que j'avais jamais entendues. Les filles, vraiment, merci beaucoup pour cet épisode. Le combat des femmes continue. Parce qu'on va parler maintenant d'une liberté très surveillée. C'est la manière dont on s'habille. Ça vous dit ? Mais oui. Carrément, ouais. Bye. Pour moi, le problème du voile, c'est un problème universel. Si elle n'a pas envie de le porter et qu'on l'oblige, il faut le dénoncer au même titre qu'on irait dénoncer le fait qu'une jeune fille n'a pas le droit de porter un crop top à l'école. Alors dites-moi, on a toute une tenue un peu qui reflète notre personnalité, et la vôtre, c'est laquelle ? Moi, je te dirais que c'est une tenue confortable, mais en même temps fashion. Alors moi, c'est une tenue qui reflète un peu ma culture. Et évidemment, la couronne, mon foulard. Et moi, c'est une tenue dans laquelle je me sens à l'aise, où je suis pas serrée. Bah moi, c'est un habit assez... qui passe partout. J'aime bien aussi avec les motifs, etc. Mais il y a une robe aussi que je mets en été. Et que j'aime beaucoup et qui reflète vraiment ma personnalité extravagante. Ce qui est top ici quand même, c'est que à la différence de beaucoup d'autres pays, on a la possibilité d'aller vers des tailleurs pour nous faire des tenues à notre taille, dans lesquelles on est confortable. Et ça, c'est une chance qu'on a parce que c'est vrai que quand tu vas faire du shopping, pour trouver les tailles, parfois c'est galère. Oh, hey, oh my God, OK. Excusez-moi, Fatima, mannequin de Vogue Magazine. Moi, j'ai un petit peu de mal au Maroc à mettre des habits trop serrés. Alors que quand je faisais mes études en France, quand on sortait entre étudiants, je portais beaucoup des robes assez courtes, assez serrées. Je sais que nous en France, il y a eu un débat récemment sur le crop top, des jeunes filles qui se mettaient à porter des crop tops à l'école par exemple, et qui se sont vues se faire remettre en place par leur professeur pour dire que c'était pas une tenue adaptée. Comment est-ce qu'il a dit ça, notre ministre de l'Éducation, que c'était pas une tenue républicaine pour se présenter à l'école ? Le but, c'est de vendre des billets. Fait qu'ils vont se dire, des membres de l'équipe de volley norvégienne en bikini, ça va faire vendre bien plus de billets que s'ils étaient complètement habillés, n'est-ce pas? C'est comme le soutien-gorge. Depuis le premier confinement, je n'en porte quasiment plus. En fait, j'ai vraiment redécouvert le bonheur du no-bras, de pas être serré dans un soutif. C'est vraiment trop bien.
Et si c'est pour en mettre juste pour cacher les tétons et pas déconcentrer les messieurs, franchement, je vois pas l'utilité. C'est à se demander finalement qu'est-ce que vous voulez. Si on n'est pas assez couverte, c'est problématique. Si on est trop couverte aussi, c'est problématique. Où se trouve le juste milieu dans tout ça, en fait? J'ai le droit de pas vouloir montrer certaines parties de mon corps, et c'est autant mon droit de pas montrer que c'est le droit d'une autre de montrer ça, en fait. Je porte pas ce foulard pour des raisons politiques, mais dans le monde où on habite aujourd'hui, où tout est hyper sexualisé, moi je dis juste niet à tout ça. À l'époque de mes grands-parents, donc il y a eu ceux qui ont opté pour la mode européenne, les mini-jupes. Et il y avait le voile marocain traditionnel où les femmes portaient les djellabas. Au fur et à mesure en fait des années, les femmes commençaient à se dévoiler de plus en plus. Puis il y a eu un petit peu cette montée de la mondialisation. Cette mondialisation a ouvert en fait ses horizons pour les Marocains en tout cas, des horizons vers l'Occident puis vers l'Orient. La culture wahhabite un petit peu et aussi iranienne est venue influencer les pays arabes à travers ce voile qu'on appelle le voile islamique maintenant. Et c'est un voile tout récent de fin du XXe siècle à début XXIe. Même dans ma famille, tout le monde s'est mis à porter le voile, sachant que les femmes qui ont porté le voile juste avant, elles portaient des robes, des mini-jupes, des talons aiguilles, du serré. Donc la question c'est, est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est la tendance ? Le mot qui désigne le voile en tant que tel, hijab, la façon dont c'est interprété ou bien traduit carrément dans le Coran, c'est vraiment de mettre une barrière. Maintenant, si ton interprétation c'est que c'est une barrière vestimentaire, fais-le. Si ton interprétation c'est une barrière en termes de modestie, de façon de... voilà, etc. Donc tout est une question d'interprétation et de compréhension. Et vous, les filles, à la plage, vous vous sentez comment, par exemple? Parce qu'à la mer, on est un petit peu obligé d'être dénudé, non? Je porte ça, un bikini. Écoute, puis bon, comme tout le monde, comme toutes les femmes, j'ai des petits complexes. Puis j'essaie de les mettre de côté lorsque je suis sur la plage et de profiter du soleil. Alors, pour ma part, j'ai choisi cette année de porter un bikini. Et j'ai choisi un haut taille haute qui m'arrive au nombril pour justement me sentir à l'aise dans ce nouveau corps qui a beaucoup changé ces 2 dernières années. Alors, pour aller à la plage, j'espère que vous avez du temps. Donc ça, c'est le pantalon. Il y a le haut qui va avec, qui est long et qui va jusqu'au genou. On a le petit bonnet. Ça, c'est vraiment pour faire beau, mais c'était pas obligé. Et ensuite, il y a l'autre bonnet qui se met au-dessus. Chez nous, au Maroc, celles qui ne veulent pas mettre de bikini, elles nagent avec leur pyjama. Ça prend bien la forme de toutes leurs belles courbes. Le cache-cache est raté. Un jour, j'allais avec une amie à la plage, donc en bikini, toutes les deux. On n'a pas eu 1 minute de répit. Tout le temps sifflé, tout le temps « Hé, mademoiselle, s'il te plaît, ton numéro !» Dès qu'on a posé notre serviette, on s'est dit « Bon, on va partir. » Je pense que c'est plutôt une question d'éducation. Il faut qu'on se tolère tous au final. Je me rappelle que j'étais partie faire un voyage en Espagne et les femmes ont tous il n'y a pas le soutif. Et moi, quand j'étais petite, j'ai fait « Ouais, c'est quoi ça ?» Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que nous, au Québec, je pense qu'on est à l'aise avec notre sexualité, on est à l'aise de s'habiller comme on veut en public, mais ça, les seins à l'air à la plage ou à la piscine, ça n'existe pas. Ce qui est incroyable, c'est que chez les femmes marocaines, on parlait de style vestimentaire, caché, etc., pudique, etc. Mais quand on va au hammam, chez les femmes, elles sont totalement décomplexées. Elles sont toutes nues et c'est normal. Quel paradoxe pareil, hein? Parce que moi, je suis pas sûre comment je réagirais si j'allais dans un hammam et que je voyais mes tantes, mes cousines, tout le monde tout nu, tu sais. Je serais comme, je serais pas super à l'aise, tu sais. J'avais 9 ans. J'étais pour la première fois dans un hammam marocain et on était toutes des jeunes filles sous les propagandes des magazines de beauté. Mais le jour où j'étais au hammam, j'ai découvert que le corps féminin n'est pas celui sur les magazines, mais c'est ça.
c'est une diversité, c'est des poils, et c'est ça, être belle, c'est être nous-mêmes. Je me rappelle au début, à chaque fois je partage un autoportrait nu de moi sur les réseaux sociaux, ça a fait vraiment polémique. Sur les groupes, comment il était partagé, comment j'étais insultée. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je partage ça, les gens sont habitués. Ils disent, bon, c'est un corps nu de Zainab Fassiky, bon. Et c'est ça ce que je voulais, c'est à ce niveau où je voulais arriver, que le corps nu de la femme marocaine, il est plus chômant. Il faut libérer le corps, il faut faire cette paix avec le corps féminin, parce que c'est cette frustration, elle fait partie des causes pourquoi on a cette crise de mœurs, du harcèlement, de viol, de frustration. Puis en plus, c'est toute couverte, hein? Ah oui, oui, exactement. Ça n'a absolument rien à voir avec les habits. On a décidé cette fois-ci de ne pas rester sur les réseaux sociaux et de descendre dans les rues. Et on a organisé une distribution de sifflets accompagné du texte de loi imprimé afin d'informer un maximum de femmes et d'hommes dans la rue que la loi était passée. Mais c'était aussi pour rappeler un petit peu le sifflet du terrain de foot, qui doit rappeler des choses aux hommes quand même, ou les sifflets des policiers quand ils voient quelque chose, un délit ou quelque chose être commis. Les garçons, ils peuvent être en torse nu, et c'est les rois de l'espace public, ils peuvent chanter, ils peuvent crier. Mais nous, les filles, faut rester discrète, faut pas trop se faire voir. Quand une personne se fait agresser dans la rue, on lui demande toujours systématiquement comment elle était habillée. Ah, mais est-ce que tu portais pas une mini-jupe ? Oui, mais dans ce cas-là, c'est normal alors si tu t'es fait agresser. Juste non, en fait, c'est pas normal. On n'exagère pas en fait, on est vraiment sous pression tout le temps, on est obligé d'adopter des techniques, de faire semblant d'être au téléphone, ou mettre des écouteurs, ou mettre une capuche pour se cacher, pour avancer en fait sans se faire emmerder. C'est incroyable parce que moi je pensais que c'était que dans les pays où on était le plus couvert, où il y avait le plus de harcèlement de rue. Et en fait, pas du tout, même en Europe ou en Occident. Quand je vous entends les filles, je me dis, mon Dieu qu'on est chanceuse au Québec. Moi, à Montréal, là, je peux marcher à 3h du matin sur la rue, là. Puis, j'ai pas peur. Oui, du coup, je voulais vous montrer ce schéma qui a été réalisé par une association féministe. C'est rien d'autre que l'agresseur qui est coupable d'une agression sexuelle. Yes! Je pense que aujourd'hui, si on a autant de problèmes d'agression et de viol, c'est parce que l'homme n'est pas éduqué à regarder et à respecter le corps des femmes. C'est ça. Je suis très contente que les gars aient participé parce qu'on a besoin des hommes pour changer les mentalités. Bon, je sais pas si maintenant je recommande dans un pays comme le Sénégal de pousser les hommes à mettre des jupes, je déconseille. Mais au moins de prendre la parole sur le sujet. Il faut qu'on soit tous activement contre ces discriminations-là, en fait. L'important pour vous les filles, c'est vraiment d'avoir la chance et la possibilité de faire votre propre choix. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on discute de maquillage, de filtre de poils, épilation. Est-ce que ça vous dit? Oh yeah! Il y a des filles au Québec qui vont dans des cabines de bronzage qui leur causent le cancer de la peau parce qu'elles veulent avoir un beau teint foncé. Puis dans les autres pays, on met des produits éclaircissants qui causent le cancer aussi pour s'éclaircir la peau. Ça fait... Pour vrai, ça me rend folle. Salut les filles! Hello! Salut!
C'est quoi un beau visage dans votre pays? Chez nous, il y a des algorithmes qui ont une réponse. Un beau visage, c'est un visage fin avec un nez ni trop gros ni trop petit, des petits yeux en amande. Au Sénégal, si tu demandais à une femme quel est le premier critère de beauté, on te dit souvent le sourire. C'est la raison pour laquelle on a des pratiques traditionnelles comme le djamou que même ma grand-mère a faite. C'est une pratique traditionnelle qui est maintenant médicalisée. Il y a des règles autour de cette pratique comme le fait que la fille ne doit pas pleurer ou se tordre de douleur parce que c'est une preuve de courage. À part ça, on a des modèles de beauté comme de plus en plus les gens apprécient les peaux noires et tout. Donc on a une fille qui s'appelle la déesse de la mélanine, elle s'appelle Khoudia Diop et moi je la trouve trop belle perso. Donc pour moi elle c'est la personnification d'un beau visage. Perso, je trouve que les filtres légers, c'est les plus dangereux. Ils effacent tous les petits détails qui font l'unicité de notre visage. Il y a quelque chose de sidérant dans la facilité avec laquelle nous nous laissons persuader que pour être désirés et aimés, nous devons éliminer tout ce qui nous rend singuliers. La colonisation a créé des complexes profonds. On est dans des sociétés où le clair est beau et propre. Et moi, je comprends les femmes qui s'éclaircissent la peau. Je ne cautionne pas, mais je les comprends. Il y a beaucoup de rivalité, il y a la polygamie. Tu veux être toujours à la page. Si ton mari, c'est la clarté là qu'il aime, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre ton mari parce que non, c'est pas bon. Oui, en plus, c'est pas bon. Moi, j'avais une dame qui travaillait avec nous, qui avait le pied, littéralement le pied, trouée. Elle a été hospitalisée pour ça, elle a eu des problèmes, ça s'est mélangé dans son sang. Et elle continuait à mettre sa crème. Et la crème, ça sentait pas bon. Il faut casser ce qui a été institué par la colonisation, par aussi des enjeux publicitaires d'entreprises. En 2020, c'était 500 millions de dollars de bénéfices pour la femme noire en général, en termes de cosmétiques éclaircissantes. Mais les mentalités changent petit à petit et il y a de belles initiatives ici. Par exemple, Abigail, une basketteuse franco-sénégalaise qui organise des stages de basket pour les jeunes femmes et elle en profite pour les sensibiliser contre la dépigmentation en faisant intervenir des psychologues et des dermatologues. Dans toutes les cultures, on n'est pas content de ce qu'on a. Écoutez, moi, je suis allée souvent dans des pays chauds, là, puis je mettais pas de crème solaire, là, puis c'est dangereux, là. Des fois, on me prenait pour une latina, puis j'étais comme « Wouh! » Tu sais, parce que dans mon tête à moi, j'étais une fille exotique, là. Jennifer Lopez, I'm telling you. Ben, c'est ça. Je déteste lorsque les femmes portent la mauvaise couleur de fond de teint. C'est un peu la pire chose au monde. On va parler du maquillage? Hey! Mon sujet préféré. C'est quoi un peu votre routine? Pour moi, me maquiller, c'est quelque chose de créatif. Et c'est aussi un moment de détente. La seule chose, c'est que je le fais un peu pour les mauvaises raisons. Je le fais vraiment parce que je veux m'embellir. Je me maquille parce que je suis comme dépendante au maquillage. Fait que ça, j'aime pas ça, ressentir cette émotion-là. Moi, c'est vrai que j'aime bien, comme Sandra, en fait, moi, c'est juste que quand je me maquille pas, c'est vrai, généralement, on me dit toujours « Mais ça va, t'as l'air fatiguée, t'as l'air malade. » Écoute, je te comprends. Quand je me maquillais tous les jours le matin, c'était du stress de rater le trait de liner ou de se mettre un peu trop de mascara et que ça tape sur la paupière du haut. Et depuis que j'ai arrêté de me maquiller, je gagne un temps fou le matin. Je regarde beaucoup la série Les Kardashians. C'est que c'est des filles qui essaient de se changer pour être belles, tu sais. Puis moi, j'adore leur maquillage. Je trouve que leur maquillage, il est beau. Fait que
Je reproduis la même chose, mais pourquoi je fais ça? Parce que moi aussi, je suis complexée. C'est ça, c'est un cercle vicieux, puis ça s'arrête jamais. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser de l'eau de rose. Je m'en sers tous les matins pour me réveiller les yeux. Et après, j'ai juste de la crème hydratante. C'est tout. La chanteuse Alicia Keys, elle fait la même chose. Et elle, c'était un peu... Il y a une partie militantisme, mais il y a aussi une partie laisser ça pour respirer et l'entretenir. C'est quand même très, très courageux de faire ça parce que tu dis, elle pourrait peut-être vendre moins de disques, ça paraît moins bien. Ben non, elle le fait quand même. Je vais vous montrer mon fond de teint, par exemple. C'est pas du Iman, mais c'est vous dire que même ça, c'est toujours un peu clair. Ah, c'est vraiment surprenant. Donc chaque marque, en fait, elle ne va pas jusqu'au bout de toutes les couleurs de peau qui existent dans le monde. Il y a une animatrice de télévision ici qui est très connue, qui s'appelle Penelope McQuaid. Elle a participé à une émission spéciale où toutes les personnalités connues ne portaient pas de maquillage et voici ce qu'elle a dit à ce sujet. Les commentaires qu'on avait reçus après, c'était « Hey, les filles, belles et fortes, on préfère vraiment vous voir maquillées. » Donc, mais on fait du spectacle aussi, c'est peut-être un peu normal, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, nos rapports à l'écran sont plus authentiques? OK. Je pense que oui, parce que moi, je me montre beaucoup sur mes réseaux sociaux, pas maquillée, habillée en jogging. Et je pense que plus on voit ça dans peu importe quel écran, éventuellement, ça va se rendre à la télévision, puis ça se rendra aux séries. Je trouve que c'est important qu'elle adopte cette démarche sur les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus important aussi de montrer des visages différents, des visages vieillissants. Exactement, Océane. D'ailleurs, dans les films, on voit tout le temps une femme au réveil, mais elle est déjà maquillée, pas de cernes, les cheveux bien lissés, brushingés. On est complètement déconnecté de la réalité. À une période, je commençais à perdre les cheveux de devant. Donc j'ai une cousine qui était nappie depuis un moment. Elle m'a dit « Ah mais pourquoi t'essaierais pas d'arrêter? Toi aussi peut-être ça te résoudrait tes problèmes de cheveux. » Du coup j'ai commencé, j'ai vu que non seulement les bords repoussaient, mais aussi ils étaient plus brillants, plus doux. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. J'avoue que là, mes cheveux sont lissés. En fait, mes cheveux naturels ne sont absolument pas comme ça. Ils sont plus ondulés et plus crépus. Moi, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai des cheveux lisses naturels et tous les matins, je les ondule. J'ai des shampoings qui donnent du volume, un spray qui donne du volume, de mousse qui donne du volume, une crème pour les cheveux qui donne du volume. Moi, j'essaye d'avoir du volume le plus possible dans mes cheveux. Pendant très longtemps, quand j'allais chez le coiffeur, ils me disaient tous « Oui, mais vos cheveux, ils sont trop difficiles à entretenir, ça serait beaucoup plus facile si vous les lissiez. » À cause de ça, je détestais mes cheveux. Du coup, je les lissais tous les jours. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames. Il y a 3-4 ans, on nous a dit le féminisme c'est cool. Et nous on a fait ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs ils ont dit une minute, papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non. Parce que là, tu le fais pour toi. Ouais. Au Sénégal aussi, tu verras difficilement une femme se promener comme ça, avec des poils plein les aisselles. C'est marrant, c'est sale que sur les femmes d'ailleurs. Exactement, mais chez nous, c'est pour se distinguer des hommes en fait. Les poils, c'est un signe de virilité. Les critères de beauté, c'est bien épilé, que tout soit bien clair au niveau du visage ou des aisselles, des jambes, le ventre, le dos, partout. Moi, quand j'étais petite, je sortais de la cantine avec une copine de mon école. On avait mangé une mousse au chocolat.
en dessert et je lui ai demandé si j'avais pas quelque chose autour de la bouche. Et elle m'a répondu si, t'as des poils. Et là, j'étais tellement traumatisée que j'ai attrapé le rasoir de ma maman le soir et je me suis rasé la moustache. Mais écoute, Océane, t'es pas toute seule parce que moi aussi, quand j'avais 15 ans, j'avais une moustache. Donc c'est pour te dire que t'étais pas toute seule. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Mais au Canada, il y a quand même une tendance dans laquelle les femmes avouent sur les réseaux sociaux se laisser pousser les poils des aisselles ou des jambes ou même ailleurs. Et j'ai rencontré une de ces influenceuses-là. Regardez ce qu'elle a à dire. Je suis une femme très très poilue. Et donc, en enlevant les poils, j'en ai eu encore plus et j'ai eu des effets vraiment négatifs sur mon corps. Quand je suis allée en Haïti, j'ai vu des femmes qui se rasaient pas les aisselles, puis il y avait aucune honte, personne regardait ses poils. J'ai même une tante qui avait une moustache et c'était pas un problème. Et donc, c'est là que je me suis dit, waouh, c'est bizarre, tu sais. Souvent, on est comme, quand on est dans un pays, là, c'est comme si on est dans une bulle. Puis on réalise pas qu'à l'extérieur, les standards de beauté sont peut-être un peu différents. Moi, je voyais un gars, cette personne m'avait vu sans poils et avec des poils. Il m'a même encouragée à arrêter de les enlever. Il y a des hommes qui aiment ça, mais qu'est-ce qui est important, c'est que toi, tu t'aimes. Les poils, en fait, ont un rôle de nous protéger du froid et du chaud, mais aussi de récupérer, en fait, la sueur de notre corps. Et en fait, ça a de nombreux bénéfices. J'avais des mycoses à répétition. Et tout le monde me disait de m'épiler pour améliorer ça. Et en fait, je ne savais pas que ça empirait tout simplement le phénomène. Et ce qui fait que quand j'ai arrêté de m'épiler, j'ai plus eu de problème. Mon Dieu, c'est bon à savoir. Moi, j'ai arrêté de m'épiler quand j'ai compris qu'à la base, cette norme, elle a été imposée sur le corps des femmes pour que le corps imberbe rappelle l'innocence du corps des enfants. Ça m'a grave dégoûtée, comme si on pouvait pas avoir des corps d'adultes au même titre que les hommes. Mais ton chum, quand t'as arrêté de t'épiler, là, comment il a pris ça, lui? En fait, il m'a dit, je vois pas pourquoi je t'imposerais l'épilation, alors que moi, je ne m'épile pas. T'as donc bien un bon chum! Non, c'est juste un mec normal. C'est vrai. Bien dit, bien dit. Mais sérieusement, Océane, pour vrai, tu m'inspires beaucoup. Tu as décidé de sortir de ces idéaux de la société. Tu sais, je travaille là-dessus, mais j'ai pas encore ce courage-là. Arrêter de m'épiler, ça a pas été comme ça. Au début, j'essayais, puis je craquais, je me réépilais. L'essentiel, en tout cas, c'est de vous réconcilier avec votre propre reflet, apprendre à vous aimer vous-même comme vous êtes, ne pas se laisser influencer par les standards qui sont établis dans la société. Le plus important, c'est de se sentir belle avec ou sans poils, les cheveux crépus ou les cheveux lissés. Le plus important, c'est de sentir bien dans sa peau. Bye! Ciao les filles! Bye! À bientôt!